Je m'appelle Diagaraf Diagne, a.k.a. Baba, et je suis un combattant. Diagaraf. Yes, c'est moi. Alors, peu de gens le savent. Ouais. Même moi, en préparant l'émission, je ne le savais pas. On en a parlé hors caméra, là. Et donc, t'es connu sous le nom de Baba. Ouais. On t'a appelé Baba depuis ta jeunesse, depuis ma naissance. Depuis ta naissance. Depuis ma naissance, ouais. Pourquoi Je m'appelle Diagaraf Hamadi Diagne. Ce sont les prénoms de mon grand-père. D'accord. Mon grand-père paternel. Et en fait, Diagaraf, évidemment, c'est pas un prénom si simple que ça. À prononcer. Sauf que nous, on aime bien, comme tu le sais, en Afrique, donner des surnoms. Baba, ça veut dire papa, en peul, comme en arabe ou dans plein d'autres langues. D'accord. Et ma mère a dit, mais on va l'appeler papa, puisque c'est ton papa. Donc, et c'est resté. Est-ce que ce nom, tu sens, alors c'est facile de le dire maintenant, t'as apporté une espèce de sagesse, tu vois, on voit ta posture dans le canapé, de sérénité, tu vois, il y a la voix qui va avec, il y a la posture qui va avec, ça fait respectueux, ça fait Baba, tu vois, alors tu vas venir, je vais pas dire tu vas avoir les cheveux blancs parce que t'es comme moi, on en a plus beaucoup. La barbe, mais c'est ça, tu vas avoir une espèce de sagesse qui va avec le nom Baba aussi en même temps. Je sais pas trop parce que j'aimais bien avoir cette particularité d'avoir un surnom quand j'étais plus jeune. Et puis, tu sais, quand t'es jeune, t'es pas très sage, justement. Donc, mon prénom me saoulait un peu au départ. D'accord. Parce que, voilà, j'ai des frères et sœurs qui ont des prénoms relativement simples. Moi, mon prénom était toujours compliqué. Donc, à l'appel, à l'école, tu savais déjà que quand ça bloquait, c'était mon nom. Et puis après, en grandissant, je me suis rendu compte de quel honneur il m'avait fait mon père. Parce que Diagaraf, c'est pas juste un prénom, c'est un titre qu'on a chez les Peuls. C'est un peu un grand chef sage, celui qui est un petit peu chargé aussi de redistribuer les terres, que tout le monde soit bien à l'aise dans le village, que tout soit équitable. Et donc, c'est une immense responsabilité, en fin de compte, ce prénom. Et j'ai appris non seulement à beaucoup l'aimer et à être reconnaissant. Et donc, j'essaye de me comporter comme le sage qui va avec ce prénom. Très bien, très bien. Tu vas nous éclairer ta sagesse pendant une heure. On a une heure, pas pour nous, pas pour la boxe, pas pour le pied au point. C'est pour toi. Ça fait pour bizarre. toi. Ouais, hein. Je sais, hein, c'est la rosée. Alors, faut le savoir. Hein. Baba, Diagaraf, maintenant je le fais comme ça. Depuis qu'il est arrivé depuis tout à l'heure, il est comme un lion en cage. Il est ici, il tourne, il transpire, il a chaud. Alors, il fait chaud, certes, il fait très chaud. Ça. Il bouge dans tous les sens. Je suis Baba, calme-toi. Ça va. J'ai dit, ce podcast, je vais l'appeler l'arroseur arrosé. Parce que d'habitude, c'est lui qui arrose. On sait qu'il est commentateur, on en parlera tout à l'heure, mais il est commentateur sur RMC. Il a une émission à lui qui s'appelle Versus Baba. Et donc, un peu sur un podcast où tu t'invites aussi des combattants. Et donc, et là, il se retrouve un peu dans la place et c'est lui, on lui met les micros, on lui met le micro dans la gueule, on lui met des lumières, et là, il sait plus quoi faire. C'est un peu ça. C'est vrai qu'il fait chaud, il fait très chaud. Il fait chaud. Mais c'est pas que ça. Il essaie de s'en sortir. C'est magnifique. C'est une esquive, ça. C'est une esquive, en fait, c'est pas que la chaleur, c'est qu'il sait pas, il dit, putain, c'est moi qui vais me faire cuisiner, là, cette fois-ci. Bon. J'ai eu du mal, quand même. Et la preuve, c'est que dans toutes les recherches que j'ai pu faire, j'ai jamais pu trouver Diagaraf. J'ai trouvé que Baba à chaque fois. Non, c'est vrai. Tu vois, et c'est vrai, c'est Baba qui retourne à chaque fois. Et même au niveau du palmarès, et c'est l'introduction de ce podcast en général, et j'ai pas trouvé. Je sais que t'as été combattant, et que t'as été amateur et pro, tu vois, et que on parlera très de ta carrière, et t'as eu un certain nombre d'éléments qu'on façonné, je dirais, ta personnalité en tant que entraîneur. Dans un premier temps, alors parce que le combattant a servi à devenir un entraîneur et ensuite un consultant que tu es aujourd'hui. Mais Baba, Diane, 42 ans aujourd'hui. 42 ans, 1m92. 93. Je sais pas si j'ai commencé à me tasser. Pas encore. Donc, tu as fait du judo, du basket, du tennis de table, du basket, du foot. Un peu à la cité comme tous, hein. On a taquiné un peu tout ça. Vous avez les tables de ping-pong aussi. Bien sûr, là, comme tout le monde joue au foot avec un ballon de foot. C'est ça, nous aussi. C'est ça. Et puis finalement, t'as rencontré les sports de percussion et les sports de castagne à l'âge de 13 ans. Exact. Et tu as été plus sérieusement à l'âge de 15 ans, c'est ça? Exactement. Voilà. C'est bien ça. Et que ça. Et depuis, t'en es jamais ressorti? J'en suis jamais ressorti. Dès l'instant où j'ai trouvé les sports de percussion, j'ai pas fait autre chose. De 13 à 15, je continue à faire du foot parce que tous mes potes font du foot et que tu veux faire comme tout le monde. On va tous taquiner du foot. Sauf que je suis pas à ma place parce que déjà j'étais très mauvais perdant, donc pas vraiment fait pour le sport collectif. Et puis je commence vraiment. Déjà le judo, moi, il m'apportait beaucoup. C'est juste que j'avais toujours l'impression qu'il me manquait quelque chose dans un premier temps. Et puis j'aimais pas trop aussi l'organisation, comment c'était fait, le fait qu'il y avait déjà certains petits privilèges, certaines choses comme ça. Donc un jour, en allant un été au Sénégal avec mon père, je lui dis moi je vais pas me réinscrire au judo, un peu de foot et puis après la boxe thaï, ce que j'y ai trouvé, ça m'a comblé à tous les niveaux, donc j'ai pu faire autre chose. Baba a été interviewé dans un autre podcast que j'ai vu, c'est ce qui m'a permis de travailler aussi un petit peu parce que j'ai travaillé, j'ai regardé, j'ai fouiné, j'ai tenté de trouver, il y a pas grand chose. Et l'idée c'est de poser des questions différentes, pas forcément différentes pour différentes, mais
rentrer dans autre chose. Effectivement, tu le dis. Et dans ce podcast, tu dis que c'est ton père qui t'a emmené au judo. Ouais. C'est lui qui a initié toute la famille et tous les frères, Exactement. tous les frangins qui vous a dit. Mes deux frères, ma sœur, on a tous fait un peu de judo. Ouais, c'était important pour mon père qu'on fasse tous du sport. Le judo, c'était dans toutes les écoles. D'accord. Et il y avait une école juste en bas de chez nous, donc voilà, on en a tous fait. Moi, j'ai accroché, je voulais pas faire autre chose, et j'étais bon, donc ça a contribué à ce que j'en fasse plus longtemps que les autres. Et puis après, comme je t'ai dit, jusqu'à un certain point où j'ai voulu faire autre chose, ouais. Mais le sport, c'était primordial chez les Diagne, ouais. L'importance de ta présence ici, c'est que, je dirais un peu comme moi, je crois que j'entraîne depuis tellement longtemps, et les gens me voient en tant que consultant qu'ils ont même oublié que j'étais combattant, j'étais boxeur aussi, tu vois, donc ils oublient que, sauf ceux qui m'ont connu avant, mais ça, et toi c'est pareil. Les gens ont même oublié que Baba ici présent, avant d'être entraîneur qu'il était et d'être consultant aujourd'hui, il est monté sur le ring. Donc ça apporte pas forcément légitimité, mais il sait quand même de quoi il parle. Et surtout, il a eu, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, le parcours de combattant. Il a été combattant, peu importe le temps que ça a duré, même si c'était ne serait-ce qu'un combat, c'est important. Ce que je veux savoir, moi, aujourd'hui, après on passera sur le volet entraîneur et consultant, parce que ça fait partie de ta vie aujourd'hui, mais ton ressenti, tes besoins, et c'est peut-être aussi ce qui façonne ta capacité à consulter et à à éclairer les gens sur les éléments techniques avec autant de finesse. Première question, Baba, comment tu te sens déjà là? Je me sens super bien. Ouais. Aujourd'hui, en ce moment. Je crois en toute humilité, en rendant grâce à Dieu, que je suis dans le meilleur moment de ma vie, je pense. Tout le monde va bien autour de moi, ma famille, mes parents, ma femme, mes enfants, tout le monde se porte très bien. Professionnellement, je suis épanoui. Et j'ai réussi à conserver une certaine liberté qui me permet de faire ce que je veux, encore une fois, sous contrôle. Moi, je suis croyant, donc j'ai quelqu'un au-dessus de ma tête, mais j'ai une certaine liberté qui me permet d'être assez simple. Il y a les petits tracas de la vie, on les gère, mais en ce moment, Dieu merci, tout va très bien. Impeccable. Ouais. Et je crois que c'est important de le dire, ça. C'est pour ça que je pose souvent la question aux gens parce que quand on arrivait, soit les personnes arrivent à l'heure, en retard, on court dans tous les sens pour être là, et quand on se pose dans ce canapé, qu'on a pris le temps et que Marie a eu le temps de faire tous les petits réglages qu'il faut, qu'on soit bien, à un moment on se dit, on se pose là. Comment on est en ce moment là? On est là dans le jus ou alors et c'est important de poser le cadre un peu déjà. Et ça permet d'entrer dans le truc. Baba doit être là parce que effectivement il est consultant et il y a beaucoup de choses qui ont été dites avant, peu de choses en fait, on dit beaucoup de choses mais peu de choses et il faut chercher pour savoir, parce que quand on écoute une personne, on a envie de savoir mais qu'est-ce qu'il raconte, je suis d'accord, pas d'accord, il sait de quoi il parle, on sait pas. Oui, il sait de quoi il parle. Et on va citer des noms au fur et à mesure de podcast et on dira qu'effectivement il a côtoyé des personnes, il sait de quoi il parle parce qu'il a vu, il a senti, il a pratiqué et il sait. Quand je passe des étapes parce que je vais pas parler on a parlé déjà des disciplines que t'as pratiquées. Quand tu vois Danny Bill taper dans ce sac et que finalement ça crée un déclic chez toi. Et tu l'as dit, hein, alors il y a une référence, hein, c'est Bloodsport. Exactement. Où effectivement c'est Tompo, je crois, qui tape contre le pilier là. Ça a impressionné tout le monde. C'est clair. Et que tu vois Danny Bill, très très grand champion que j'espère avoir ici un jour, très très grand champion de boxe thaï, une vraie légende, hein. Et tu te dis waouh, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? C'est la première fois que c'est pas dans un film que je vois un gars avec autant d'aura. Normalement c'était dans les films, tu vois un gars, il est dans le film, il apparaît, tu te dis waouh, j'ai envie d'être comme lui et tout. Et là j'ai l'image en réel, j'ai le gars, il est là, il est au sac, il frappe, c'est sec, ça va vite, c'est félin. Il a une attitude Danny, tu sais, il a quelque chose en lui, cette attitude, ce truc qui fait que t'es vite hypnotisé, quoi. Parce que c'est pas un sport que tu connais. Exactement. Et t'es venu pratiquer une autre discipline, et puis t'as entendu du bruit, et t'es venu voir, et donc t'as vu ce mec-là taper. Incroyable. Et tu t'es dit, ouais, en fait, Césaire, que c'est pas comme si tu pratiquais de la boxe thaï, et que t'as vu un mec qui tapait bien au sac. T'étais venu dans ce gymnase pour pratiquer une autre discipline, et t'as entendu du bruit, et t'es parti, et t'as vu ce mec-là seul au sac. T'imagines, j'essaie de transposer l'image un petit peu, hein, et presque dans une salle un peu sombre, un petit peu. On voit un espèce de félin qui est en train de taper au sac, et toi, le jeune à 14 ans, t'avais? Ouais, 14 ans. À 14 ans, on est plein de rêves, plein d'images. Et tu vois, ce mec-là taper, quelle claque. C'est ça, c'est la claque que je veux que tu nous expliques. Ah, c'est vraiment, ça me frappe tout de suite parce que j'étais venu pour la savate. Il y avait l'entraîneur de savate, Henri. Je sais pas du tout ce qui est devenu de lui d'ailleurs aujourd'hui, qui travaille avec mon père. Donc mon père me dit, écoute, tu vas aller faire de la savate. C'est mon pote, j'ai confiance en lui. J'y vais, je regarde. Après le judo, après que t'aies décidé d'arrêter le judo. Et j'accroche, hein, tu vois. C'est juste que à la fin de ce premier entraînement et unique entraînement de savate, en fin de compte. Bon, même si j'en ai repris bien des années plus tard pour mon plaisir, en descendant, je vois le bruit, bam, bam, avec régularité, tu vois, sec. Et je descends et je vois ce gars, je t'ai dit,
très bien, avec l'attitude, la capuche, parce qu'il se trouvait toujours avec une capuche. Tu vois, donc là, t'as l'impression que c'est un film, le gars, il est là, il frappe, il lève les yeux, il voit très bien que je suis là. Tu regardes. Il continue à frapper, donc je le perturbe pas, ils s'en foutent que je sois là, que je sois pas là. Et il s'arrête, comme pour dire, ok, maintenant t'as 1 minute pour me parler. Et donc moi je lui dis, ok, c'est quoi? Tu vas parler. Ouais, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, bah c'est de la boxe thaï. On avait entendu parler de la boxe thaï dans les quartiers. Moi je viens d'un quartier, je viens de Saint-Ouen, on avait entendu parler, il y avait des légendes autour de ça, des coups de coude, des mecs, on avait la légende des gars qui se frottaient la bouteille en verre sur le tibia pour pas avoir de nerfs. Si je te retrouve, toi Mounir, menteur. Et il me dit, l'entraînement commence. L'entraînement commence dans une petite dizaine de minutes. Si tu veux t'entraîner, tu t'entraînes. D'entrée, donc il y a une invitation à l'entraînement déjà. Et le coach, Rachid Saadi, à qui je rendrai jamais assez hommage, lui, il était comme ça. Il y avait pas de, il s'embarrassait pas de, t'as rempli une fiche, tu vas payer. À l'ancienne. Il accueillait tout le monde. Tu veux t'entraîner, entraîne-toi. Et je me suis entraîné, et j'ai dit, ok, c'est ça que je veux faire. Surtout qu'il y avait le pote de mon grand frère qui en faisait, Karim, qui est une personne très importante dans mon parcours. Et franchement, il me faisait la misère à l'école, tu vois. Donc je me suis dit, attends, là, si je fais le même sport que lui, il va te respecter. Ça va changer un peu, tu vois. Et donc j'ai commencé. Et donc, tu intègres rapidement ce club, qui devient ton club de cœur. C'est chez toi, c'est ta ville. Et qu'as-tu retrouvé dans ce club? Et en fait, quand je pose la question, c'est toi, le jeune ado que tu étais, je pose 2 questions en une. Qu'as-tu retrouvé dans ce club? Est-ce que tu as retrouvé l'ambiance du club que tu espérais? Tu t'es retrouvé apaisé, puisque au judo, il y avait des trucs qui te déplaisaient. Et en même temps, je veux savoir quel ado étais-tu? Quel genre Baba aujourd'hui à 42 ans, comment il était à 14 ans? Quel genre d'ado il était? Studieux, malin, il faisait des bêtises, comme tout le monde voilà. Bah, franchement, les 3 descriptifs que tu as dit là, ça me correspond parfaitement. Studieux, parce que j'étais très bon à l'école. J'avais des grosses facilités. C'est ce que j'ai compris. Ce qui fait que j'ai une année d'avance. On me fait sauter le CE2. Les parents qui nous regardent, je ne conseille pas. Socialement parlant, c'est pas fou en fait. Surtout si vous êtes dans des endroits où rapidement une année d'avance, ça se transforme en 3-4 par rapport à des personnes que vous côtoyez qui vont peut-être redoubler, etc. Donc j'ai découvert des choses que j'aurais pas dû découvrir aussitôt en fait. Donc ouais, j'étais plutôt studieux parce que j'ai des parents qui nous ont encouragés, beaucoup qui étaient surtout très présents. Moi j'ai la chance d'avoir eu des parents présents, c'est-à-dire présent, John. Tu vois, quand il y avait les réunions parents-prof, tes parents étaient là. Moi, mon père, il rigolait pas. Il sortait du taf, il allait changer, il mettait une veste de costume, et il me disait, on va voir ça. Tout le monde, Baba, tout le monde. La prof de dessin, le prof de musique, on va aller voir tout le monde. On va esquiver personne. Donc, t'es obligé d'être discipliné. J'étais quand même assez malin. J'ai vite compris certaines choses de la rue, certaines choses que je pourrais faire, certaines choses que je pourrais pas. Et par contre, j'étais très sportif, donc je pouvais faire des bêtises, mais comme j'avais le sport, j'avais mes entraînements réguliers, lundi, mercredi, vendredi, très vite tous les jours avec le judo. Comme j'ai changé de pôle et que j'étais plutôt bon, on m'a fait m'entraîner beaucoup plus. Et puis, j'étais pas bagarreur du tout. Je sais qu'il y a plein de boxeurs qui étaient bagarreurs. Moi, c'était pas mon cas. Je cherchais pas la bagarre. J'aimais pas du tout ça, d'ailleurs. Par contre, je me défendais tout le temps. Donc, j'ai eu pas mal de bagarres, évidemment. Ça, je me défendais, c'était obligatoire. J'étais assez teigneux, même si j'ai pas toujours été aussi grand et balèze. Au contraire, d'ailleurs, j'ai une croissance tardive, donc on me faisait chier et ouais, je me défendais, j'y allais avec beaucoup de teigne, avec beaucoup de verbe. Donc je savais rentrer dans la tête des gars, je savais les vexer, et après ça partait en cacahuète. Donc quand j'arrive dans cette salle-là, si tu veux, le judo, j'ai pas l'impression, et c'est no offense les judokas, et t'en as eu un avec un parcours magnifique d'ailleurs. C'est pas ça, c'est juste que moi à l'époque je trouve pas vraiment une famille. C'est voilà, on est là, on s'entraîne. Certains sont proches des coachs, c'est pas trop mon cas, j'ai l'impression que je suis un peu de côté, même si on reconnaît mon niveau. Alors qu'au RM Boxing à Saint-Ouen, là c'est une famille. J'arrive, je parle de Danny Bill, mais il y a Moussa Konaté, il y a Eddie Saban, il y a Jean-Marc Savonnier, il y a que des champions. Je crois qu'il y a 10-12 champions de France, Mohamed Bourkis, etc., des champions du monde. Que des tueurs. Et les mecs, ils s'en foutent de quitter, en fait. Et c'était un vrai club avec cet état d'esprit très familial. Et aussi, à l'apogée peut-être de la boxe thaï. Exactement. La boxe thaï arrivait en France, on parlait beaucoup. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie émulation dans différents clubs. Il y avait Stein, il y avait plusieurs clubs. Voilà, il y avait le Philogima, Stein, avec Cheikh Congo, compagnie Grégory Choplin, Saint-Denis, le Derek, le Phoenix dans le 13e avec Alassane Gaye notamment. Il y avait des satellites très forts. C'était qui se tiraient la bourre en même temps, qui mettaient la boxe thaï française à un niveau très intéressant. Au plus haut niveau. Nous, les championnats, ton Critérium d'Île-de-France, c'était un championnat du monde. Je rigole même pas. Le niveau, il était tellement élevé que t'avais besoin de cet esprit familial. Et nous, à RM Boxing, on avait cette aura assez particulière de dire, nous, c'était tout pour la technique. Donc voilà, on avait un entraînement qui était très axé technique, très axé
cérébral, et c'est tout ce que j'aime. Et c'est ce qui te convenait. C'est tout ce que j'aime. Tu vois, vu le profil et le jeune que tu étais, ça m'étonne pas en même temps. Hein. Ouais. Et ce qui va expliquer beaucoup de choses par la suite aussi en même temps. Te souviens-tu de tes premières sensations sur le ring? Ouais, j'ai détesté. C'est-à-dire que t'as fait du judo déjà, donc t'as fait un cours de boxe française, t'es revenu après. Ensuite d'entrer par surprise, et c'est une vraie histoire, hein, ça peut être un film ça. Ouais. Tu rencontres et dans le film, imagine vraiment le Danny Bill avec sa capuche, avec la capuche, sombre. Et donc là, tu te dis putain, et donc là comme ça, contre toute attente, donc tu fais un cours de boxe française et t'enchaînes avec un cours directement de boxe thaï. De boxe thaï. Ouais. Voilà. Donc et là tu te dis, mais il y a pas photo, sans manquer de respect à la boxe française bien sûr, mais toi, te concernant, te convenant, c'est la boxe thaï qui t'a plus matché avec tout le contexte en même temps aussi, hein. Ouais, non, je tombe amoureux du sport. Je tombe amoureux d'abord des personnages. D'accord. De l'attitude des gars. Et donc, quand tu me dis que ça s'est mal passé sur le ring les premiers instants, c'est ça aussi? Ah, j'ai Parce qu'à un moment, tu t'es dit, mince, pourquoi je suis là? Bah, le truc que j'ai pas aimé, entre guillemets, le judo, t'es assez protégé. La savate aussi, on me dit, tu vas faire beaucoup de techniques, de ça. Tu sais, la savate, c'est très technique. Ouais. C'est une superbe école du pied-point, vraiment. Et donc, c'est castagne direct. Moi, les mecs, ils arrivent, on te prend, t'as pas de protège tibia, tiens, prends. Toi qui étais un cérébral, toi, d'entrée, bam, j'ai pas compris. Ouais. Donc, tu te fais monter en l'air. Ouais. Et là, le film, tu peux faire, tu sais, le scratch. Je reviens pas pendant un an. Ah ouais. Pendant un an, je reviens pas. Ah d'accord. Alors attends. Donc, tu fais un cours de boxe française. Ouais. Ensuite, tu fais un cours de boxe thaï. Ouais. Et là, d'entrée, on te fait mettre les gants, tout ça. Ah, tout de suite. Tu fais l'entraînement classique, quoi. Ah ouais. Corps à corps, je me fais jeter en l'air, balayer. On me prête des protèges tibias. Moi, j'ai pas pris de coups. Donc là, on me met des coups, je comprends pas, je sais même pas défendre et tout. Et je dis, à la dure. Bah, c'est pas pour moi. Les poteaux, ils font du foot. Le foot, c'était juste en bas. Je me rappelle, t'avais une vitre qui donnait sur le terrain de foot. D'accord. Tu sais quoi, je vais faire du foot. Et donc pendant un an, t'as arrêté la boxe thaï. Ouais. Ah d'accord, j'ai pas compris comme ça. Je reviens à la rentrée suivante. En septembre, je me dis non mais pourquoi quand même parce que Karim, mon pote / grand frère, il est toujours là en train de me faire chier, toujours là en train de me mettre des petits coups, me balayer à l'école, etc. Et j'en ai marre de tout ça. J'en ai marre de pas pouvoir vraiment, même au quartier, c'est un peu compliqué, tu vois. Donc j'en ai marre de pas pouvoir. J'étais assez introverti comme gamin, tu vois. Et donc, je voulais peut-être même être un peu plus en avant. T'affirmer aussi. Et à l'époque, tu penses que tu le fais par le physique, que tu le fais par le rapport de force. Ouais. Et donc, je me dis, OK, on va acquérir suffisamment de force. Et donc, je retourne en septembre, j'y retourne, je me fais violence. En me disant, vas-y, quoi. Vas-y, entraîne-toi. Et mon grand frère aussi me pousse pas mal. Parce que lui aussi s'entraîne de temps en temps. Et je dis, vas-y, tu sais quoi, j'y vais. Et la différence, c'est pas plutôt le fait que parce que il y a eu les surprises, l'impression de la boxe thaï de voir ce mec s'entraîner, et puis toi, quand tu y es vraiment, tu dis putain merde, c'est pas ce que je pensais, d'entrer c'est trop violent, et puis sauf que de là, cette période-là, à la rentrée, t'as le temps de cheminer tout ça, de réfléchir, et de te faire violence, de dire non mais j'y vais quand même, et quand tu y vas, donc bien sûr tu lâches plus, mais tu sais à quoi t'attendre. C'est ce qui fait la différence en fait. Exactement, je sais à quoi m'attendre, je sais que je dois m'y préparer psychologiquement, que je vais faire le travail. Physiquement, je savais que j'avais les qualités, à ce moment-là en tout cas, même si j'avais certains problèmes de santé. Je savais que j'avais des qualités pour pouvoir m'entraîner suffisamment. Quel problème de santé? On peut savoir? Oui, bien sûr. Bah, j'avais une maladie au niveau des intestins qui m'empêchait de digérer correctement. Voilà, donc j'avais beaucoup de rendez-vous à l'hôpital. J'allais au Robert Debré tous les mercredis. Je crois que ça durait 4 ans, quelque chose comme ça. Associé à ça, j'étais asthmatique, donc j'avais pas une belle capacité respiratoire. C'était pas fou, mais c'était suffisant pour pouvoir m'entraîner. Il y a plein de boxeurs qui sont asthmatiques, donc en vrai, tu peux le faire. Et voilà quoi. Donc, mais je savais gérer mon effort, donc j'avais pas de problème avec ça. C'est juste que pareil, le foot, ça allait, j'étais pas super fort, sinon évidemment je ferais autre chose. Mais je me débrouillais quoi. Et pareil, c'était beaucoup de copinage, qui va jouer en A, qui va jouer en B. Moi ça me saoulait tout ça. Donc je veux plus faire de foot en fait, je préfère aller faire autre chose. D'accord. Et donc t'arrives. Est-ce que quand tu reviens en septembre et donc tu sais à quoi t'attendre, tu sais que ça va être dur, donc tu te prépares psychologiquement. À cet âge-là, c'est ça, hein, c'est beaucoup psychologique en fait. Hein, parce qu'il y a que quelques mois entre la première expérience, je dirais. Ouais, je dis un an, mais en vrai c'est 8 mois, quelque chose comme ça. 8 mois, c'est ça. Et que t'arrives, et que tu reprends l'entraînement, donc t'es dans un autre état d'esprit. Est-ce que tu te rappelles de ce premier coup qui te fait mal? Oui. Ouais, où tu dis, à un moment où tu te poses la question à 14 ans, où t'es parti, mais t'es revenu, et tu dis, bon, j'ai fait le bon choix de revenir, ou est-ce que tu peux me raconter ce premier coup? C'est même pas un coup direct. D'accord. C'est ça le pire. Tu sais, on a les boucliers, les gros boucliers rectangulaires pour pouvoir s'entraîner à la frappe, et donc tu le tiens pour ton collègue, et puis chacun son tour. Et en fait, c'est moi qui commence à lui tenir, et on travaillait crochet, low kick. D'accord. Technique simple, efficace. Crochet au niveau du visage, low kick, donc coup de pied bas avec la jambe arrière. Et j'ai le bouclier, hein. Il m'explique comment faire, me mettre stable sur mes appuis, pour pas me faire balayer par son coup.
et m'envoie un low kick, et je le ressens comme si j'avais pas de bouclier devant. Qui est l'entraîneur? Non, mon coéquipier, un mec qui s'entraîne comme moi, quoi, tu vois. Je le connais pas, je sais pas trop, je pense qu'il a un petit peu plus d'avance, quoi, tu vois. Parce qu'il frappait fort. Ouais. Et le coup, il me fait mal, mais comme pas possible. Tu te rappelles de ce mec-là? Je me rappelle de sa dégaine, de sa tête, même pas de son prénom, tu vois. Tu te rappelles du coup, mais pas de la personne qui t'a... Non, je le vois là en face de moi, mais sans plus. Et là, je me dis, je sais pas si je suis fait pour ce sport. D'accord. Franchement. Pose la question à ce moment. Ouais, je me pose la question. Parce que je me dis, si je prends un coup sans ça, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui va se passer sur ma protection? C'est pas possible, quoi. Et finalement, ça te durcit parce que tu restes? Je reste parce que Karim Aliwan, je vais donner son nom, qui est une personne ultra importante pour moi parce que c'est vraiment mon vrai mentor dans ce sport. Lui, il n'y avait pas de calinothérapie avec lui. D'accord. Je vais parler un peu crûment, hein, désolé. Il me disait, mais t'es pas une baltringue, en fait. C'est bon, quoi. Serre les dents, reviens à l'entraînement, t'as intérêt à être là déjà mercredi, et on va durcir, et tu vas serrer les dents, et ça va aller, parce qu'on est tous passés par là. Je dis, bon, bah, ok. Et puis, comme lui, il tournait beaucoup avec moi, qui mettait beaucoup de frappes, des trucs, je craignais pas spécialement les coups. D'accord. C'est juste l'idée de me projeter dans un ring en me disant, mais comment je vais faire le jour où j'ai un adversaire qui vient pour m'arracher la tête? Et ça, c'est la suite. Faudra que je sois prêt, quoi. Alors, t'as une douleur à l'entraînement et la douleur en combat, ou en mise de gants, en opposition. Pas la douleur sur un coup parce que t'as senti la puissance du mec en face, mais sur une mise de gants, sur un entraînement, ou alors un combat, on y viendra après, mais où t'as eu mal, où tu t'es dit, je boxe, je mets les gants face à un mec et bam, il m'a un crochet, il m'a un low kick, un high kick, quelque chose qui te fait mal, et qui te fait vraiment mal. Tu te rappelles de ce jour-là? Ouais. C'est un de nos coéquipiers, un des gars qui était avec moi, qui s'appelle Samir, qui m'a accroché au foie. Et c'est la première fois de ma vie que je prends un coup au foie. Ouais. Et je pense que tous les boxeurs se rappellent de la première fois qu'ils se prennent un foie. Et pareil, encore une réaction de... il y a un autre type de douleur encore, qu'on va devoir gérer si on veut faire ce sport-là. Et en fait, je me rappelle me dire, mais il y a vraiment beaucoup de douleurs différentes. Tu vois, le coup à la tête, le coup au foie, le low kick. Attends, c'est quoi ces trucs de fou? C'est quoi ce sport de malade? À la télé, on te dit pas tout ça. On te dit pas tout ça. Le mec se fait mettre KO, c'est fini en fait, tu vois. Même ta façon de te faire mettre KO, c'est gracieux. Tu tombes et tout, tu vois, c'est cinématographique. Ça, c'est des douleurs qui font chier. Ça fait juste chier en fait, toi. T'as pris un coup, t'es en moule par terre. Tu te demandes si tu vas respirer un jour. Et tu te dis, c'est chiant. Et en fait, comme je conscientisais les choses assez vite, je me disais, j'ai vraiment beaucoup de paramètres à gérer avant de pouvoir mettre un pied dans un ring, dans un environnement, on va pas me laisser le temps. Je savais que le coach me laisserait pas de temps pour une compétition. D'accord. Et je savais que j'aurais pas suffisamment de temps par rapport à ce que je voulais emmagasiner. Donc, faut se faire violence. Faut y aller. Donc, à un moment, t'as déposé le cerveau, tu dis, allez, j'y vais, on verra. Il y a pas de choix avec notre coach. La manière dont on était, il y avait pas de choix. Il y avait une compétition dimanche. Il y avait un grand tableau Véleda, il mettait ton nom et faut y aller. D'accord, faut y aller. À l'ancienne, un petit peu, hein. On calcule pas, même si t'es pas prêt, t'es revenu, ça fait tu seras prêt deux semaines, de toute façon, tu t'arranges. Mais c'est une école de la vie aussi, en même temps. Exactement. Et puis, à cet âge-là, le bon coach est là pour gérer, pas te mettre en danger, juste le danger qu'il faut pour te faire apprendre, tu vois. Et puis il y a malheureusement, c'est notre société, les faibles, je vais pas les appeler comme ça parce que c'est pas vrai, ceux qui sont pas prêts psychologiquement, mentalement, physiquement pour ça, abandonnent, font autre chose. Tiens, j'ai fait de la boxe taille, j'ai fait 2-3 cours. Et puis il y a ceux qui restent, c'est ceux sur lesquels on peut peut-être commencer à compter, avec lesquels on peut commencer à construire. Je dirais, c'est une étape, c'est un test qui permet de voir aussi ceux qui vont continuer, ceux qui vont rester. Et puis il y en a qui reviennent parfois. De toute façon, en tant que coach, c'est un test aussi que je fais, même si c'est pas quelque chose que je vais verbaliser. Mais t'observes. À la rentrée, t'observes un peu ce qui se passe, qui revient pas, à quelle fréquence. Et tu vois, comme ce qu'on dit entre nous, de toute façon, ceux qui boxent, c'est soit qu'ils ont un truc en plus ou un truc en moins. Soit t'as une petite case en moins, soit t'as 2 cases en plus, mais qui sont pas bien placées. En tout cas, tu continues à t'entraîner plus régulièrement, donc t'es devenu un combattant. Pas encore de combat. Avant de passer au combat, comment ton père il voit ça? Il sait pas. Il sait pas? Non. Moi, je dis rien. Moi, je fais du foot ou je fais un peu de savate. Il sait pas que je fais de la boxe. D'accord, un peu de savate. En fait, je faisais tellement de sport que c'était un peu noyé. Tu sais, il y avait l'AS Collège, tu te rappelles? Tu payais 10 francs, je crois. Tu pouvais faire n'importe quel sport. Moi, j'ai tout fait. Natation, basket. J'ai fait du hand, moi, je me rappelle. Tu vois, tout ce que je pouvais faire. Moi, j'étais un peu hyperactif, donc c'était tellement noyé, j'avais tout le temps un sac de sport, il n'avait pas regardé. Et les gants, pareil, mon coach souvent nous les prêtait gracieusement, et il restait dans la salle. D'accord. Ça fait que t'es plutôt tranquille, tu peux cacher la pratique. Jamais marqué blessé avec un truc en rentrant. Non, regarde, même qu'à 42 piges, ça va, on est propre. Ouais, ça va à peu près. Et il l'apprend comment alors? À ton premier combat?
Non, même pas. Hein. Franchement, j'ai une carrière assez confidentielle au niveau de mon cercle familial. D'accord. Je crois que je finis par le dire à un moment, quoi. D'accord, Je c'est boxe, toi qui le dis. mais il n'a pas vraiment de réaction. Il n'a pas vraiment de réaction. Moi, j'ai toujours eu cette position dans ma famille d'être le gars un peu ouf. Un peu ouf. Je suis troisième. Moi, je suis troisième de 4. D'accord. T'es un peu... Moi, j'aime beaucoup ma place. 4 garçons? Non. On est 3 garçons, une fille. J'ai une grande sœur, c'est l'aîné. Et j'ai un grand frère et un petit frère. D'accord. Et avec mon petit frère, on a 5 ans d'écart. Donc, tu vois, il y a eu le petit bébé derrière. Oui, il y avait beaucoup d'attention sur lui. Mon grand frère, c'est le premier. Dans les familles africaines, tu sais à quel point c'est important. Donc, toi, t'es bien. Moi, j'avais ma place où je suis tranquille. Juste bien. Moi, on me laisse faire un peu ce que je veux, tu vois. Et il y en a qui le prennent mal parce qu'ils se disent, tu sais, c'est le troisième, donc t'as un peu le fantôme. Moi, ça m'allait parfaitement. T'avances masqué, tu fais ce que tu veux. C'est très bien. Et alors, donc c'est toi qui l'annonce? Ouais, je dis oui, je fais des compétitions de boxe, mais je reste vague. Je fais des compétitions de boxe. Ouais, voilà. C'est-à-dire que t'as déjà combattu avant, parce que c'est ma question. Oui. Quand, à l'entraînement, après toutes ces douleurs, et quand t'as surpassé ces douleurs, et que Karim, c'est ça? Ouais. Te dit, il y a un combat. Ouais, c'est un des autres entraîneurs. Il y a Rachid et tout. Il y a Rachid qui gérait le club, il y avait Karim qui me gérait beaucoup, mais il y avait pas mal d'entraîneurs. Donc non, c'est un autre qui me dit, il y a une compétition là à faire en Ile-de-France, tu peux y aller, quoi. Tu peux y aller. C'est pas on t'inscrit. Il te pose la question, tu peux y aller, Bah, en fait, il m'avait inscrit, hein. Voilà. Lui, il me dit, c'est une affirmation. Tu peux y aller, tu peux la faire, celle-là, vas-y. Comment tu te sens, toi? Franchement, je suis content. D'accord. Je suis content parce que ça faisait pas mal de temps que j'observais le groupe des pros et il y en avait certains qui étaient plus proches de mon âge, notamment un qui s'appelle Khalid Bibi que j'admirais beaucoup par sa technique, par sa créativité et par son intelligence. Donc je voulais un peu être comme lui, boxer comme lui, mais c'était difficile parce que c'est des 61 kilos, c'est des mecs, c'est des catégories exceptionnelles, tu vois. Vif, ouais. Et donc je me dis ok, je vais faire partie de ce cercle-là maintenant, des gars qui font de la compétition. Donc j'étais pas d'appréhension, j'étais content. J'étais juste content. Donc t'étais content et puis en même temps vous étiez un club, peut-être il y avait beaucoup de compétiteurs déjà. Tellement que c'était banal. De cet âge-là, les ados, ça combattait régulièrement. T'étais parti voir des potes combattre. Ouais, bien sûr. Ça te met en train déjà, ça te prépare. Tu te dis, moi aussi j'aimerais bien y être aussi. Ouais, bah, c'est logique. Ouais. Et donc logique. J'essaie de creuser, de tracer le cheminement entre la première fois et la suite. C'est marrant parce que je crois que c'est la première fois que j'en parle autant de ma vie de boxeur. C'est important. Et c'est ça, on est là pour toi. Ouais, non, mais c'est cool. Et c'est important de savoir aussi, derrière Baba versus, il y a quoi, tu vois, cette sensibilité que tu as sur les choses à expliquer. D'habitude, c'est moi qui fais le parcours. Je sais. C'est arrosé. En tout cas, c'est plaisant. Ouais, et c'est intéressant aussi de savoir un peu la genèse, tu vois, d'où c'est parti et pourquoi. Et ça explique beaucoup de choses aussi. On passe au combat. Yes. Le premier combat, ça se passe comment alors? Il se passe bien. Ouais. Il se passe bien. Pas d'appréhension. Comment tu gères, toi, avant d'arriver? Parce que moi, je me rappelle, mon premier combat, j'en menais pas large, hein. On est tous passés par là, à la porte touchée. Bien sûr. Exactement, c'était à Pouchet en plus. À Pouchet aussi. Max Pouchet. C'est ça. Ouais. On a tous commencé là, pied-point, anglaise, on est tous passés par là-bas. Et on a monté les escaliers, tout ça, là. En plus, moi, c'est vraiment quasiment collé à mon quartier. Ouais, c'est ça. Oui, c'est un temps en plus. Moi, j'habite juste de l'autre côté du pont. D'accord. D'accord. Et comment tu te sens quand tu arrives dans le vestiaire? Ouais, c'est dans le vestiaire que ça commence un peu. À monter. Avant ça, je me sens bien, tranquille. Pour tout te dire, je mange le tieb dominical. Ça se passe toujours bien. Ouais. Tranquille, tu vois, aucun problème. Puis par contre, après, effectivement, dans le vestiaire, là, ça commence à devenir un petit peu réel. Là, tu vois, t'as des coachs qui, eux, on faisait pas trop de prépa mentale ou quoi à l'époque. Donc, ils pouvaient te communiquer du stress, un petit peu, sans vouloir blâmer qui que ce soit. Donc là, je commence à me dire, en fait, c'est du sérieux, tu vois. Et puis, je représente un club. Il y a que des champions, ça rigole pas. Et ils nous le disaient, les mecs. Ils nous disaient, fais pas le con. Faut pas décevoir. Tu nous représentes, en fait, tu vois. On est une équipe. C'est une pression supplémentaire. En face, c'est les gars d'Haute Tension, de chez Jean-Marie Merchet, paix à son âme. C'est des gars du Phoenix. C'est des gars du Film Gym. C'est des gars du Derek. C'est des rivaux. Faut pas perdre. C'est des gars de la Team Nasser à Saint-Fond. Non, les gars, représente. Et faut pas perdre, en fait. Donc là, tu te mets un petit peu de pression. Mais franchement, j'étais plutôt serein. J'étais serein parce que moi, je me pensais fort. D'accord. T'arrives à gérer tes émotions comme ça. Ouais, ça allait. Avant de monter sur les premiers instants du ring, qu'on venait, quand c'est bientôt à toi et qu'il y a un combat avant, et on sait que la pression commence à monter. T'arrives à gérer. Non, le vestiaire, je gère. C'est quand on me dit de monter dans le ring, c'est ça. Je dis, il y a des gens. Du vestiaire au ring. Je me dis, il y a des gens et tout qui vont nous regarder combattre. Ouais, c'est un peu chaud là, tu vois. Et quelles sont les sensations de premier combat alors? Comment tu te sens? T'arrives à gérer intelligemment ou les premières minutes t'es out of tout, et puis au bout d'un moment tu commences à revenir, t'écoutes une voix, l'entraîneur, et puis tu reviens. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Moi, j'essaie vraiment de produire une boxe, ce qu'on appelle fimeux en Muay Thai, très technique. Je voulais être technicien, je voulais être intelligent. Même,
on l'a pas encore dit, mais mon influence, elle vient beaucoup de la boxe anglaise. D'accord. Et j'étais très fan des boxeurs intelligents. D'accord. Techniciens. Ouais. Tu vois, j'étais tombé sur une cassette de Pernell Whitaker et je disais, waouh, fantastique. Je veux défendre comme lui, donc moi, je veux être un boxeur défensif. Fantastique. Avant tout, tu vois. Ouais. Et donc, je suis dans une zone, dans ce premier round où je fais que défendre. J'attaque pas. Ça veut dire que déjà, à cet âge-là, t'étais dans le pied-point. Ouais. Tu regardais aussi les mecs d'anglaise. Tout le temps. D'accord. Beaucoup plus, je pense même. Parce que c'était beaucoup plus accessible, tu vois. D'accord. Il y avait un groupe de gars, Power Boxing, Khalid Bibi, Xavier Birukov, Ambroise. Ils avaient un groupe qui se passait des cassettes. J'avais pas intégré ce groupe. Des cassettes VHS. De la boxe taille. Et moi, j'avais pas intégré ce groupe. Je les entendais parler de loin. Ils parlaient des mecs, des combats. Donc moi, je tendais l'oreille, j'écoutais. Ah ouais, d'accord et tout. Ils donnaient des noms de taille, donc je comprenais rien. Tu vois. Mais j'étais beaucoup plus influencé par l'anglaise. Et donc, dans ma tête, c'était, je vais être un boxeur défensif. Sauf que je fais que défendre. Je suis dans une zone où j'écoute pas mon coin. Et je bloque, je défends. Mais je produis rien. D'accord. T'as pas encore d'identité. Non. Combattant. T'as pas encore constitué cette identité. Non. Je sais juste que je veux défendre le plus possible. D'accord. Et c'est quoi le palmarès alors? Parce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Non, y a rien parce que tu sais, moi je fais partie de cette caste et de cette génération de boxeurs qui a pu faire pas mal de combats. Sans que ça soit. Mais qui a une carte très confidentielle parce qu'on a fait des trucs, des interclubs, des compétitions, voire même des combats pro. D'accord. À l'étranger pour la plupart. D'accord. Mais pas de pré-YouTube, pré-vidéo. J'ai jamais eu en plus ce besoin, Dieu merci, même si je fais un métier médiatique aujourd'hui, j'ai jamais eu ce besoin de mettre en avant. C'est même plutôt le contraire. Moi, j'ai un peu l'esprit splinter. Je reste dans mon coin, je suis dans ma cave, on voit pas ce que je fais. Il y a plein de mecs de mon quartier qui savaient pas que je boxais. Il y en a plein, tu vois. Donc, je sais que en amateur, protégé, tout ça, c'est une quarantaine. 40, 45, je crois. Et en semi-pro, pro, donc classe B et classe A, c'est une grosse quinzaine. D'accord. Ouais. C'est pas mal déjà. Oui, bien sûr. Parce que ça constitue, je veux dire un dossier, ça constitue un matelas sur lequel on peut s'allonger. Ouais, bien sûr que oui. Pas de crédibilité, mais sur lequel on peut dire quelle est l'évolution de Baba sur sa carrière. C'est-à-dire que entre le Baba qui a boxé à Pouchet sur son premier combat et qui avait peur, la crainte que tu avais du premier combat, à quel âge? À 16 ans, 15 ans? Ouais, ça doit être ça. 15 ans, à 15 ans. En 2000, je crois. C'est Baba qui a sa carrière à 21 ans. Ouais, 21 ans. Une carrière qui est relativement courte, tu vois, mine de rien. Court, ouais. Et qui fait tous ces combats-là. Quelle est l'évolution de Baba? Comment t'étais un peu un chien fou au départ? Et puis finalement, comme t'es un mec, parce que on boxe comme on est, un mec intelligent, réfléchi, t'as commencé à mettre des jeux défensifs en place, à plus défendre que toucher, tu vois. Mais finalement, en tout doucement, à te dire que je vais peut-être pas durer. Parce que ce sport nécessite une espèce de dureté et lâcher prise qui fait que moi, la façon dans laquelle je suis constitué, il va peut-être falloir un moment que je fasse des choix. Tu vois, je mets le doigt sur un truc, là. Exactement. Je mets le doigt sur un truc. Je veux que tu me finisses ça. C'est aussi précis que ta boxe. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Je veux que tu me finisses ça, Baba. C'est exactement ça. Si tu veux, comme je t'ai dit, j'ai conscientisé les choses assez vite. J'ai vite su ce que je voulais faire dans ce sport, que je voulais aller haut. Et j'ai identifié le chemin pour le faire parce que j'étudiais beaucoup la chose. J'avais un oncle qui m'avait passé des cassettes vidéo. Il m'avait passé la cassette du vidéo entre Marvin Hagler et Tommy Hearns. Donc je vois ce round-là, je dis waouh. C'est quoi ce combat de fou? Et tu vois, je me dis je veux briller moi, je veux faire ce truc et tout. Et par contre, tout en étant un boxeur plus défensif. Donc plus je fais de combats, plus je me rends compte que je serai jamais un boxeur offensif. Je serai jamais un style mexicain, attaquant et tout. Pas du tout. Je veux une boxe intelligente, je veux une boxe subtile, donc je veux une boxe qui plaît ni aux juges ni aux fans. Je le sais déjà, tu vois. D'accord. Je veux être précis. Moi, un jab parfaitement exécuté, dans le bon timing, ça me procure plus de plaisir qu'une droite de l'espace qui est partie du fond du parking, tu vois. C'est comme ça que je suis et que je serai toujours. Et en plus, j'ai ces fragilités au niveau de mon corps, parce que déjà j'ai passé la majeure partie de ma préadolescence à soigner une maladie. D'accord. Malheureusement pour moi, comme plein de mecs de ma génération, je grandis, je fais une poussée de croissance, donc j'ai l'os good, et là je dis l'os good, il y a tous les mecs derrière leur caméra qui ont mon âge qui vont dire ah. Donc cette bosse là qu'on avait, vous savez, juste en dessous le genou, qu'on a tous eu, qui me pose des problèmes, des douleurs, et puis je me pète le genou, en jouant au foot, à 14 ans, sans le savoir. J'ai un morceau de rotule qui se détache, et on fait des radios. Personne ne trouve rien, j'ai ma rotule je fais des luxations de ma rotule constamment. Pendant mes combats. Personne ne trouve. D'accord. Jusqu'à 20 ans. Jusqu'à ce que je rentre chez Total, que j'ai un peu plus d'argent, qui me permet d'aller voir un spécialiste, qui me dit il faut que je t'opère tout de suite. T'as un morceau d'os qui te gêne déjà. Et puis derrière, on va t'opérer de ce qu'on appelle la tubérosité tibiale. C'est ton tibia qui est désaxé de ta rotule. D'accord. Et donc c'est ce qui fait que j'avais toujours ces problèmes-là, mon genou gauche. On voit pas là, mais c'est pour ça que j'ai une grosse balle à la fin. D'accord. Et là, je comprends que il me dit clairement,
t'as pas suffisamment d'argent pour faire une rééducation en 6 mois, mon gars, donc ça va durer très longtemps, et c'est un sport de percussion, donc ça va être compliqué. Et donc, c'est un gros choc, parce que tu combats quand même, t'essayes, mais tu vois bien que t'es pas... Moi, j'étais pas à 100% de mes capacités, et je vois que mon corps, il me permettra pas de faire la carrière dont j'ai rêvé, et d'atteindre le niveau que je veux. Et je sais que si j'atteins pas le niveau que je veux, j'y vois pas d'intérêt. Moi, je vais pas être un journeyman, comme on les appelle. J'ai pas envie, sans manquer de respect à personne. Moi, j'avais des vraies ambitions. J'avais des vraies ambitions que je sais que je vais pas pouvoir atteindre. Et de toute façon, j'ai toujours eu des ambitions hautes pour le sport. Et tu te rends compte rapidement. Très vite. C'est ça, en fait. Alors, c'est lié quoi? À ta personnalité, à ta mentalité, à ta vision de ce sport? Ce que tu es prêt à faire, à pas faire? Ou lié à cette blessure? Non, c'est d'abord mental. C'est d'abord mental. C'est par rapport à comment je voudrais exécuter, comment je voudrais boxer, exécuter le chemin vers le très haut niveau que j'ai constaté. J'apprends votre chemin à vous vers le très haut niveau. Je m'intéresse à la boxe amateur. Je m'intéresse à la boxe olympique. Je comprends ce qu'il faut faire pour se qualifier pour la boxe olympique. Je me dis déjà, j'ai de la chance de faire du pied-point parce que ça va plus vite. C'est pas ça. Parce que, je me dis, ok, pour être olympien, c'est, waouh, c'est incroyable. Et derrière, par rapport aux boxeurs pied-point et le niveau qu'ils atteignent, notamment en 2003, à 19 ans, j'ai Khalid Bibi qui a à peine un an de plus que moi, je crois, qui fait une performance mémorable dans un gala organisé à Saint-Ouen. Il y a tout le showbiz français qui est là en plus, des rappeurs et tout. Il fait une perf de fou. Et moi, je le vois à l'entraînement tout le temps. Je vois ce qui se met à l'entraînement pour faire cette perf-là. Moi, je sais que j'en suis pas capable, ni physiquement. Et franchement, en toute franchise, mentalement aussi. Et donc là, je me dis, peut-être c'est pas une bonne idée. Je vais pas pouvoir aller aussi loin que je voudrais. C'est une vraie réflexion, hein, c'est une vraie maturité. Et surtout, c'est une vraie preuve de maturité. Et puis, c'est... T'avais quel âge à l'époque? J'ai 19-20 ans. Tu vois, 19-20 ans, avoir cette réflexion de se dire que je suis pas capable de dire... Mais c'est parce que tout le monde n'est pas capable de tout. Il y a des gens qui rêvent, puis qui se surprennent. Puis il y a des gens qui ont une lucidité, qui disent, je suis pas prêt. Mon corps n'est pas prêt, parce qu'il y a un certain nombre de choses. Tu vois, en fait, il faut poser le puzzle à un moment, mettre les emboîter et se dire, bon, la vision me fait comprendre que, tu vois, alors on peut continuer, pas continuer. Et se poser cette question-là, se dire ça à 19-20 ans, c'est pas donné à tout le monde. Et donc, logiquement, ça te fait basculer sur le coaching. Parce que tu veux pas sortir de ce monde. Jamais, je viens de le découvrir, John. Je viens de le découvrir. Je me fais opérer, je me dis, je sais que j'ai 3 ans, je suis mort. Je fais rien. Je peux pas faire de la boxe. Mais je viens de rentrer dans un sport que je kiffe de plus en plus. Je m'épanouis dedans. Et comme je fais beaucoup de visionnage et que je me rends compte que je suis le seul dans ma salle, en dehors du petit groupe dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui visionne des combats de Muay Thai, moi, quand je fais mes visionnages en anglaise, en pied-point, j'arrive à saisir les subtilités tactiques. Je commence à arriver à trouver des vidéos. Et puis là, on est en 2003-2004, John. On a enfin le modem 56K, on a Internet, on a AOL qui arrive. Et donc, parce que nous, à l'époque, les jeunes, quand on voulait avoir Internet, il fallait débrancher le téléphone. J'ai grandi dans une famille africaine, comme vous le savez. Le téléphone, c'est la base. C'est la base de tout. Donc je mentais à ma mère. Je disais à ma mère, le téléphone, je sais pas pourquoi il marche pas. Mais moi, j'ai rien fait. Et ça me permettait, en fait, d'aller beaucoup plus loin, de trouver des sites et tout. Et puis donc, à l'entraînement, je commençais petit à petit à me balader dans la salle et dire, ah, tu boxes un tel, c'est bien si tu fais ça. Ah, tu boxes un tel, c'est bien si... J'ai vu que lui, il avait ce défaut-là. Mais je crois que j'ai pas la légitimité parce que j'ai pas assez boxé, moi, John. Et pas assez haut niveau. Donc je le fais en chuchotant. Je chuchote des trucs aux gars. Je me dis pas, tu sais, la stratégie du combat, ça doit être ça. Tu donnes un petit conseil comme ça. T'es là, t'as 20 ans, tu te prends pour qui? T'as pas boxé. Les mecs, ils ont boxé à plus haut niveau que toi. Non. Sauf qu'il y a un gars dans la salle qui me dit, Abdel, il s'appelle, qui me dit, mais c'est pas une question d'expérience de combat ou de qui t'a boxé. Toi, t'as le cerveau pour être coach. Donc tu devrais essayer. C'est Abdel qui déclenche ce truc-là. Et c'est lui qui déclenche ça, et je me dis, je vais voir Rachid en disant, moi je veux porter le seau et la serviette. Tant que je suis dans le coin, moi je suis ok pour le faire. Je vais bien apporter un plus, faire l'analyse. Et je commence à faire ça, Et tu deviens presque l'analyste, c'est toi qui... Complètement. On demande à Bobo, en fait, alors combien de Douki qu'il a mis 3ème round? C'est ça, en fait. C'était presque un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. On a bien travaillé, et on commence vraiment... On était un club, tu sais, où on imposait notre style. On préparait pas les mecs. Nous, on avait suffisamment de confiance en nous pour dire... C'est vous qui allez le préparer pour nous, en fait. Sauf que là, moi, je commence à dire, tu vois, lui, je commence à faire tous les galas qui en Ile-de-France. Dès qu'il y a un truc à Max Roussy, à Japi, j'y vais. Ça fait que quand on fait les championnats de France, moi, les mecs, je sais qu'ils vont boxer. Je les ai déjà vus boxer. Donc, lui, il boxe comme ça. Lui, il boxe comme ça. Lui, il faut faire ça. Lui, il faut faire ça. Et c'est plutôt pas mal, parce qu'on a des bons résultats, tu vois. Ça se passe bien. Et donc, là, tu trouves une espèce de légitimité en tant qu'entraîneur. Et quand même, parce que t'es monté sur le ring,
Mais, et puis surtout, je dirais qu'on s'en fout quelque part, on s'en fiche quelque part de la personne qui a boxé ou pas. Ouais. Mais si les éléments qui t'apportent te permettent de gagner, tu vois, c'est ça qui est important en fait. Et tu commences à devenir une espèce de référence au sein du club. C'est un peu ça. Où c'est important que tu sois dans le club, c'est important dans le coin, c'est important que tu apportes des éléments. On a l'œil pour écouter, Baba, t'as fait l'analyse, t'as regardé, alors c'est quoi lui? Et l'entraîneur, qui était ton entraîneur à la base, te pose des questions, se tourne vers toi pour te poser des questions, pour dire, alors Baba, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, il me donne presque les clés, Rachid. Là, à ce moment-là, je reviens d'après mon opération et tout, on est en 2006, je crois. Et donc ouais, j'ai 22 ans. Et t'avais arrêté là. Après l'opération, t'avais arrêté complètement. J'ai même arrêté le sport. J'étais tellement dégoûté que je faisais plus rien. Avant de revenir à ça, une petite parenthèse. Ouais. Dans tout, alors t'arrêtes ta carrière. Et quand t'arrêtes ta carrière, tu le sais que t'arrêtes ta carrière à l'opération, avant l'opération, tu sais que t'allais arrêter. Après l'opération, t'as essayé. J'en ai fait un après pour essayer. Mais j'avais pris 15 kilos. Un entraînement? J'ai fait un combat. Un combat, d'accord. Mais j'ai pris 15 kilos. C'était pas ton poids. Et je suis pas un poids lourd, moi. D'accord. J'ai pas la constitution d'un poids lourd. Là, c'est 91 kilos. Et donc, le premier jab que je prends dans le combat. Sauf que là, tu sais, t'es tranquille. T'as beaucoup d'entraînement derrière toi, t'as des combats. Donc là, t'es dans la partie de ta carrière où, même quand tu prends des coups, bon, ça va, tu vois. Le premier jab que je prends, je rigole. Je rigole. Et je rigole avec mon coin dans l'interround en disant, s'il me touche avec le bras arrière, il m'envoie dans l'espace. Je vous préviens tout de suite, ça va être pas chassé là pendant 3 rounds. Et on me laisse tranquille en fait, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait, Je fais pas chasser, tranquille. Et en descendant de ce combat, t'as compris que tu devais arrêter. Je sais que j'arrête. À qui tu le dis? Je dis à ma femme de l'époque, à mon ex-femme. D'accord. J'arrête. C'est à elle que tu dis j'arrête. Après ce combat-là. Ouais. D'accord. Ce combat était un test, et quand tu descends du ring, tu dis pas, après la défaite, tu dis pas à tes entraîneurs, tu rentres à la maison et tu dis à ta femme, tu dis je crois que c'est fini. Non, je dis pas, mais c'est assez entendu. Je le sens déjà. C'est assez entendu. À ce moment, tout le monde sait que je préfère être autour des gars. D'accord. Je boxe plus trop, même quand je m'entraîne, je suis très dilettante. Ouais. Donc j'ai pris du poids, ça me soulage. Je suis dans une mauvaise, ma vie sportive personnelle, elle est dans une mauvaise spirale. Ce qui est bête, parce que j'avais tout ce qu'il fallait pour reprendre bien, mais j'ai complètement foiré ma rééducation, parce que je rencontre mon ex-femme à l'époque, donc je voyage tout le temps. Tu sais, t'es dans cette vie-là où tu construis quelque chose, donc je m'en foutais un peu de l'entraînement en toute franchise. Quand je venais, c'était pour entraîner, pas pour m'entraîner moi. Dans toute ta carrière de combattant, et interclub, pro, semi-pro, est-ce que t'as un adversaire que t'as rencontré où tu dis, lui, j'oublierai jamais son nom. Lui, il m'a apporté quelque chose. Lui, il m'a fait flipper. Lui, quand je préparais le combat, je me suis jamais préparé comme ça pour lui, parce que lui, c'était particulier. Non, je savais, pas en préparation, donc pas en amont du combat. D'accord. Mais c'était un tournoi amateur en Italie. D'accord. Et je tombe sur un boxeur plus jeune que moi, donc je crois qu'il devait avoir peut-être 16 ans. Alors que moi, j'étais un adulte, tu vois. D'accord. Et c'est devenu une superstar, s'appelle Levin Artem. D'accord. Et il est devenu multiple champion du monde. C'était le capitaine de l'équipe de Russie en amateur. Donc il a été plusieurs fois champion du monde IFMA, tout ça. Et franchement, on fait un combat amateur en 3 rounds où il rigole. Il joue, je touche jamais. Je pars pas du plus prestigieux. Ah non, même pas, c'est plus impressionnant. C'est celui qui t'a fait plus. Je veux pas employer le terme flipper, peur. Mais c'est pas ça. Mais c'est celui où tu te dis, lui, avant de monter sur le ring, j'étais pas comme d'habitude. C'est celui-là. Ouais, je pense que quand tu sais, les tournois amateurs, tu vois tout le monde s'échauffer et tout. Puis on est tous ensemble, tu vois. Et ouais, il avait un truc en lui, même s'il était plus jeune. D'accord. Une espèce de facilité, une élasticité un petit peu. Tu connaissais pas avant? Non, je connaissais pas vraiment. Non, sinon avant ça, non, j'ai pas eu d'autres. Je dis, on savait pas trop qui on boxait. On était un peu un club de je m'en foutiste. D'accord. C'est aux antipodes de ce que je suis aujourd'hui, clairement. Il fallait à la castagne. Donc on savait qu'il y avait un combat, on y allait, quoi, tu vois. Et donc suite à ça, tu te plonges après ce dernier combat, où tu dis bon, finalement c'est terminé. J'ai essayé pour voir, mais finalement effectivement j'y suis plus. Ouais. Et donc quelque part ça te pousse naturellement. T'as déjà un pied dedans, mais dans le rôle d'entraîneur. Ouais, là je me dis, je veux parler de métier d'entraîneur. Ce rôle d'entraîneur, il y a une différence entre avoir un métier d'entraîneur et le rôle d'entraîneur. Absolument, c'est une grosse différence. Non, je suis dans ce rôle-là où je veux assister mon coach, qui lui commence à faire un petit pas de retrait, qui nous laisse un petit peu plus gérer le quotidien, voire même les compétitions. Donc on a des boxeurs qui arrivent, qui deviennent pros, donc on commence à les gérer. Moi, Karim, qui lui va disputer 2 championnats du monde à la maison à Saint-Ouen, il me laisse vraiment être avec lui pour faire le maximum de la prépa, l'aider tactiquement, tout ça. La première manche se passe mal parce qu'on perd le premier combat, mais on gagne la revanche. Et cette revanche-là, moi, c'est tout pour moi, John. C'est tout parce que je me dis, moi, je deviens champion du monde, là. Mon rêve, je l'atteins. À travers. En étant un des entraîneurs du gars qui devient champion du monde. C'est ce qui me comble encore aujourd'hui, c'est ce qui m'aura le plus comblé. C'est ça, en fait. Je crois que moi, pareil, je peux dire, j'ai un parcours de vie et j'ai pas été médaillé olympique.
Et ça a été mon truc que j'ai pas réussi à choper. J'ai à 2 doigts, à 2 points. J'ai pas essayé et ça m'a traversé pendant des années. Hein, je sais parce que même moi, je me rappelle même du combat. Donc, et donc pendant des années, j'ai pensé au pied du podium. Et donc et puis après, ça m'a changé humainement, personnellement, mon rôle d'entraîneur, l'entraîneur que je suis. Cet épisode-là à Sydney en 2000 m'a forgé en tant qu'entraîneur. Et donc quelque part, je me dis c'est mon parcours. Alors je dis souvent c'est ma médaille d'or en fait à moi parce que ça m'a apporté à devenir l'homme que je suis devenu et l'entraîneur que je suis devenu. Mais j'ai eu des joies à travers les athlètes que j'ai entraînés, l'organisation, tout ce qu'on a pu faire. Tu vois, on devient champion quelque part à travers d'autres personnes et on contribue quelque part. Et donc ça t'a façonné. Ça m'a complètement façonné. Ça t'a confirmé dans. En fait, moi, quand tu fais des sports de combat, que tu boxes ou que tu coaches, il faut parler d'alignement. Et j'ai toujours eu cette petite gêne de me dire je suis pas aligné. Mes performances, elles n'étaient pas alignées avec mes ambitions. J'ai dû arrêter à cause de ça. Mes ambitions, ce que j'avais conscientisé, et mon physique aussi. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai toujours été tourné vers les autres. Je crois, en toute franchise, que ce qui m'a manqué mentalement, c'est un ego. C'est un ego qui soit un peu plus dimensionné que ce que j'avais pour m'occuper de moi, combattre moi, etc. Par contre, j'ai toujours aimé aider et j'ai toujours aimé... Déjà, j'aime être dans l'ombre. Encore une fois, c'est paradoxal avec le métier que je fais aujourd'hui. Et j'aime être tourné vers les autres. Et quand on fait ça et que ça marche et que je sais toute l'énergie que j'ai mis dedans, je suis tellement heureux de me dire, en fait, c'est ça que j'ai toujours voulu faire. En fait, je sais même pas pourquoi j'ai boxé. J'aurais dû commencer à coacher à 16 ans. Tu vois, parce que ça me fait kiffer. Je veux recommencer tout de suite maintenant. Recommençons, en fait. C'est avec le temps, tu te dis heureusement que j'ai boxé. Parce que ça m'a permis de comprendre un certain nombre de choses. Mais ça fait pas si longtemps que ça. Ouais, mais c'est ça. C'est plus tard que tu comprends ça. Ouais, ça fait bien plus tard, Et quel genre d'entraîneur tu es alors? Je suis un gars cool. Moi, je suis le mec cool. Je suis le bon flic dans une équipe de coach. Il y a le mauvais flic et le bon flic. Moi, je suis le bon flic. Je suis le gars qui va rester le plus possible dans la bienveillance. Qui va comprendre certaines difficultés parce que je les ai traversées et que j'essaye de donner le plus de possible de crédit aux boxeurs. Donc, j'ai pu être laxiste par moment au début de ma carrière de coach et je l'ai payé. Mais par contre, je suis assez exigeant. C'est vrai que je suis assez exigeant sur du point de vue technique. Non, je vais pas. En fait, je suis en train de diminuer le truc. Il faut qu'on soit honnête. Je suis très exigeant sur le niveau technique. Beaucoup moins sur le niveau physique, mais je sais que avec une certaine autonomie, on peut faire pas mal de choses physiquement et qu'aujourd'hui, on est dans un monde de la prépa physique, tu peux la faire partout. Par contre, sur la technicité, je suis chiant. Moi, je vais faire répéter et je crois en la répétition. Bien sûr. Donc, il y a beaucoup de boxeurs qui aiment pas. C'est le processus, hein. Mais moi, je crois en la répétition. Il faut répéter pour automatiser. Il faut répéter, ça sorte automatiquement. Je donnais un cours de sac hier et je disais, j'en vois certains dans l'attitude, tu vois, qui, peut-être le sac, je viens juste parce que, j'ai pas trouvé d'autres cours. Je leur disais, vous savez, Alexandre Uzé qui fait du sac tous les jours, Terence Crawford qui fait du sac tous les jours, Floyd Mayweather, tous les grands champions font du sac, ne vous prenez pas pour un autre, en fait. Oui. Vous allez faire du sac, vous allez en bouffer encore, jusqu'à le jour où vous arrêtez de faire de la boxe. Et le travail du sac est particulier. Tu travailles pas au sac comme tu travailles en leçon. Exactement. Il faut être capable d'évoluer ça. Et ce qu'on parle entre entraîneurs, on se comprend. Et ce que tu dis, bien sûr, on me parle. Alors quand tu me parles, on m'appelait Monsieur Millimètre. Parce que j'attache de l'importance au détail. Et notre sport, le sport de haut niveau, est que du détail de toute façon. Et pour rebondir ce que tu viens de dire, j'aimerais qu'on parle de ça et on parle de la finesse de l'entraînement. C'est quoi ton évolution en tant qu'entraîneur? Entre le jeune entraîneur qui était à 20 ans et qui regardait tous les combats et qui était capable de dire tiens, l'autre il a mis 15 low kicks dans le deuxième round, il va en mettre 15 la prochaine, tout ça, à être je dirais très scientifique. Quelle est l'évolution après aujourd'hui à 42 ans? Quelle est l'évolution? Quel entraîneur t'étais et quel entraîneur tu es aujourd'hui? La principale différence, c'est que je suis devenu moins patient. Mais je crois que c'est l'âge. Je suis devenu moins patient avec les boxeurs. J'ai eu une grosse période avec beaucoup de boxeurs, puis j'ai eu une espèce de burn-out, entre guillemets, où je me suis éloigné un petit peu du truc, parce que je prenais mal certaines relations, entre guillemets. Mais ça m'a assagi, donc dans l'engagement que je vais mettre dans un boxeur, je vais être plus prudent. D'accord. Certaines relations. On parle pas de technique là. On parle de la relation tout court, globale. C'est-à-dire qu'avec le boxeur, avec la relation que tu peux avoir avec lui. Ouais, exactement. Ça en fait partie aussi du truc. Bien sûr, ça fait partie du truc. Techniquement, j'ai pas changé. Je suis toujours le même que quand j'avais 20 ans. Je suis toujours aussi passionné, donc je suis toujours aussi pointu sur la technique et sur la tactique. C'est pour ça que j'aime en parler autant. Et avec moi, ce sera toujours le plus important. Ce sera toujours le plus important. Donc, les boxeurs qui bossent avec moi, ils savent que même si on peut faire des guerres parce que c'est inhérent à notre sport, je vais toujours préférer un combat remporté
tactiquement. Je le dis souvent dans mes podcasts. Bien sûr. Je préfère largement un combat en 12 rounds. Bien sûr. Où tu as surclassé ton adversaire, où tu lui as montré qu'il te battra ni lundi, ni mardi, ni mercredi, jusqu'au dimanche, il te battra pas, en fait. Que un combat où tu vas gagner KO 3e, mais il y a encore des questions. Et t'as pris des coups aussi. Ouais. Et il y a encore des questions, et tu vois. Donc, et ça, c'est ce que je dis à mes boxeurs dont je m'occupe, c'est qu'il n'y a pas plus dur pour un entraîneur quand son boxeur prend des coups. Ah ouais, c'est... Parce que c'est très dur. C'est-à-dire, ça remet en question, alors c'est une remise en question relative, mais toute la préparation qu'on a pu faire, l'entraînement, les choix tactiques, les choix techniques, et quand ton boxeur prend des coups et qu'il perd un combat, et chez nous, quand tu prends les coups, c'est que t'as perdu. Quand t'as perdu, c'est que t'as pris des coups. T'as pas pris un panier ou un but. Tu vois, c'est que, en général, la défaite égale prise de coups. Tu vois. Et donc, c'est très difficile parce que ça remet en question la préparation, l'organisation, la logistique et surtout ce que t'as apporté à l'athlète. Tu vois. Donc, c'est une vraie remise en question tout le temps, d'ailleurs. Et c'est ça. Et je comprends ce que tu dis. Dans toute cette période d'entraîneur que tu es, on va parler aussi parce qu'il y a plusieurs façons d'entraîner. On entraîne différents publics. Et quels sont tes moments les plus joyeux et les moments les plus durs? Le plus dur ou le plus joyeux? Il y a un moment où tu m'as dit, j'étais champion du monde moi aussi. Voilà. Et puis il y a eu aussi un moment, tu peux nous citer deux cas de figure? Bien sûr. Le moment le plus joyeux, je te l'ai dit tout à l'heure. D'accord. Donc c'est celui-là, il n'y en a pas eu d'autres après. Non, carrément. J'ai eu des moments qui étaient très heureux, mais celui-ci, rien ne le dépassera. Il est champion du monde, il réalise son rêve. Et j'ai l'impression que c'est un rêve commun qu'on a. Donc on arrive au bout d'une aventure, parce que derrière, il reboxe même pas. Ouais, il reboxe pas derrière, carrément. Donc ça, c'est le moment le plus heureux. Malheureusement, il sera toujours attaché à un moment très triste parce que l'autre larron de la bande qui l'a aidé à le préparer, il est décédé la nuit où il est devenu champion du monde. Dans un accident de la route. En fait, si tu veux, on l'a préparé ensemble. Lui, il était ambulancier. Il ramenait un patient à Marseille. Je me rappelle qu'à la pesée, je lui dis j'espère que tu seras à l'heure à demain et tout, tu vois. Et en fait, toute la soirée se passe. Toute la soirée, tu deviens champion du monde, donc t'es enivré, t'es dans le truc, puis je rentre, on essaye de m'appeler toute la nuit, moi je décroche pas, je croyais que c'était un pote qui voulait savoir le résultat du combat. Je dis vas-y, tu verras demain, quoi. Et en fait, je finis par décrocher au petit matin, et lui il m'explique ce qui s'est passé, donc t'as le plus haut du haut, et d'un seul coup, t'es au plus bas du bas, quoi, tu vois. Donc même si c'est le moment le plus heureux, il sera toujours attaché à ça. C'était en 2008, ça fait longtemps maintenant, et je passe un grand bonjour à Laetitia et à ses enfants. Et voilà, mais ça reste quand même un moment ultra heureux pour moi. Et le moment le plus dur, c'est 2 ans après. C'est en 2010 où on fait une année incroyable. Tous nos boxeurs deviennent champions, dont un qui vient d'aider Cyril Gane pendant toute sa préparation pour son combat à Washington, s'appelle Arthur. Donc on fait que des bons résultats, c'est incroyable. La soirée, elle est organisée par Biga Tidiani, ici les Moulineaux. On gagne pour champion de France classe B, champion de France classe B, champion de France classe A, un premier, un deuxième, un troisième. Tous les mecs qui sont préparés chez nous deviennent champions. Dernier combat de la soirée. Et c'est un gars, si tu veux, Salem, j'espère qu'il m'en voudra pas de raconter ça, qui s'était préparé pas mal en Thaïlande, qui fait la fin de la prépa chez nous, qui boxait à 61 kilos. Je me rappelle que le lundi, il est à 69. On fait pas de cutting, nous, tu connais, John. Aujourd'hui, oui, ils font du cutting. Avant, on faisait pas de cutting. On perdait combinaison de sudation, corde à sauter. Je dis c'est trop. Pour 61-2, c'est trop, les gars. Moi, je pense qu'on devrait pas le faire. On a une discussion comme ça avec notre coach, Bobby notamment. Et je m'impose pas assez. Je m'impose pas assez. Donc, il se tue pour faire le poids. Mais c'est pas du tout le boxeur qu'on connaît. Il lâche trop d'énergie dans la perte de poids. Et malheureusement, il prend un KO très, très, très dur. KO dramatique. Coup de coude, convulsion, tu vois. Donc, pareil. Soirée incroyable, effacée. Complètement effacée par l'image du gars qui est sur une TV. Et ce qui rajoute au truc, c'est que je me dis, putain, mais j'aurais dû m'imposer. Je savais, quoi. Il fallait pas le faire. Et je m'en veux, encore aujourd'hui, je m'en veux de ça, de pas avoir dit, si vous le faites, c'est sans moi, en fait. Moi, j'y vais pas parce que t'as pas vu l'avenir, mais tu sais que t'es pas dans les bonnes conditions, tu vois. C'est ça. Donc, ça, c'est un moment dur pour moi, et ça m'a pas dégoûté du coaching, mais ça m'a fait prendre du recul dessus. Ça m'a fait prendre du recul, ouais. Parce que je me suis dit, si je suis pas prêt à m'imposer, et à imposer mes décisions, et à protéger, c'est le plus important, je veux dire, longueur de podcast. Protégez vos athlètes, protégez vos boxeurs. Et là, pour moi, j'ai pas réussi à ma mission, de protéger mon athlète. Je l'ai pas fait. Et on parle d'athlètes et de protection des athlètes. T'entraînes aussi, alors t'entraînes des athlètes de haut niveau qui combattent, t'entraînes aussi tout public, c'est-à-dire que des personnes lambda qui viennent apprendre, moi aussi, j'entraîne aussi, donc on est un peu dans le même registre. Et quelle est la... Je me rappelle, alors j'avais ouvert une salle il y a quelques temps, et dont je ne fais plus partie d'ailleurs, et qui se trouve à Avenue de Versailles. Et donc, l'idée, c'est que se dire que souvent on me disait, mais John, toi qui as entraîné le haut niveau, est-ce que tu t'ennuies pas de nous entraîner? Et en fait,
quand on est entraîneur, je dis aux gens, je peux entraîner quelqu'un dans la rue, moi. Ouais. Et ça m'est arrivé d'ailleurs. Une fois, je faisais un footing, il y a un mec qui faisait n'importe quoi. Je suis arrêté pour dire, écoute, mets la main là comme ça, fais ça. Donc, j'aime profondément entraîner, j'aime enseigner, j'aime mon sport. Je dis, si tu grattes ma peau, il y aura écrit boxe en dessous. et donc, j'aime ça. Donc, je peux entraîner tout le monde. J'ai la même passion. C'est différent, mais c'est ça. Que ressens-tu, toi? Toi, qui as entraîné le haut niveau, tu vas nous le dire, t'as entraîné des gens qui sont devenus champions du monde, qui le sont. Et en même temps, parallèlement à ça, t'entraînes des chefs d'entreprise, des gens qui viennent découvrir la discipline. Et quel est le ratio? Comment tu gères? Moi, je préfère. C'est fou à dire, mais je crois que je préfère aujourd'hui. De plus en plus. Je crois que je préfère parce que je crois qu'il y a rien de plus gratifiant de prendre quelqu'un de zéro. Mais alors là, vraiment, et on fait la même chose toi et moi, donc c'est les mêmes publics. On parle de zéro, là. On parle de zéro, c'est-à-dire que les premiers cours, je les mets face à moi et je les pousse pour tu vois, il te faut de l'équilibre, donc il faut mettre une jambe devant, une jambe derrière. On part de zéro, en fait, tu vois. Et de voir ça, et que 1 an, 2 ans plus tard, j'ai des boxeurs qui font des galas privés, tu sais, parce qu'ils font des galas privés, c'est celle-là. Je suis super heureux. Je me rappelle d'une fille, elle faisait ce qu'on appelle un cours d'initiation boxe, et donc t'apprends à lever la garde pour mettre un jab, mais un jab au toucher, quoi, dans la garde. Elle voulait pas, les larmes aux yeux, quoi, tu vois. Et 1 an et demi plus tard, elle fait le gala du truc, elle fait une guerre pas possible. J'ai dit, waouh, tu vois, si j'ai réussi à te retirer cette appréhension par la technique, en te disant, voilà comment ça va se passer, comment l'appréhension va partir, parce que tu seras bloqué, que tu vas te faire confiance. Et je crois aussi qu'on fait beaucoup de prépa mentale à travers ces cours-là. Ben, c'est hyper gratifiant. C'est hyper gratifiant. Et encore une fois, comme je suis pas drivé par l'ego, je suis très tranquille de coacher ces publics-là et de passer ensuite à un athlète, même si j'en fais très peu. Aujourd'hui, il me reste qu'un seul élève, réellement, tu vois, de compétiteur. Donc, moi, je suis content. Citer son nom. Comment? Ouais, il s'appelle Adou, mon petit Adou, Adou Bertrand. Donc, très bien, avec qui tu travailles. Donc, c'est ça. Il est presque, t'es au laboratoire avec lui. Est-ce que tu comprends ce que t'as compris maintenant à 42 ans? Bah, tu l'appliques avec lui, il y a une relation qui est différente. En fait, c'est pas l'entraîneur que t'étais il y a 10 ans et celui de maintenant est pas le même. Donc, c'est différent. C'est encore plus différent parce que, avec toute mon expérience, je le pousse pas trop. D'accord. Tu vois, on a eu certaines dates l'année dernière, on les a annulées parce qu'il me dit, bah, je me sens pas au top là. Et là, on s'écoute. Y a pas de, tu vas y aller. T'es moins chien fou que tu pouvais être. Non, moi, je dis, tu veux pas y aller, Adou, on y va pas. Y a pas de galère. On ira plus tard. S'il y en a un autre, on ira, tu vois. Et parce que je veux qu'il boxe comme la relation qu'on a. D'accord. Grand frère, petit frère, tranquille. D'accord. Et je veux qu'on ait confiance 200% pour les faire. Confiance mutuelle. Ouais. Et c'est vrai, en même temps, tu sais, tu parles de ça. Je me disais il y a pas longtemps, j'étais dans un club qui s'appelle V-Punch. Ouais. Tu vois, où j'ai entraîné Iman là-bas. Et j'ai retrouvé dans ce club une vraie ambiance familiale avec du travail. Ouais. Et je regardais un peu ce qui se passait dans ce club. Et je me disais, c'est peut-être un des meilleurs clubs de Paris. Ouais. V-Punch dans le 18e. Et je me disais, mais c'est incroyable ce que nous faisons. Ouais, en fait, on apprend à la population française, à des jeunes hommes, jeunes femmes, à boxer, à devenir des combattants, en fait. Ouais. Ils vont pas faire de combat, ils vont pas devenir champions du monde, mais ils apprennent à mettre des irrats du gauche, à mettre des irrats du droit. On prépare personne à la guerre. Il n'y aura pas de guerre. J'en dis tout le temps, en plus. Mais quelque part, tu regardes, tu marches dans la rue, il y a des gens qui payent pas de mine. C'est ce que je me dis tout le temps. Ça s'appelle Ludo, Martin, Mohamed, Rachid, tu vois, qui pas de mine en costume cravate et qui s'entraînent. Et quand tu vas évoluer sur le ring, tu dis, et c'est notre travail, en fait. Et je suis fier de ça, en fait. Exactement. Et je me dis qu'on est en train de constituer une population de combattants qui sont là, faire face à l'adversité, prendre des coups, tomber, se relever, continuer à travailler, revenir à l'entraînement le lendemain. En fait, ce qu'on a vécu, nous, de haut niveau, pendant des années, on le transmet à des gens qui n'ont pas la prétention de devenir champion du monde, mais qui ont juste envie de travailler, d'apprendre la percussion, maîtriser leur corps et travailler. Et je me dis que sur le fond de tout ça, c'est une population française qu'on est en train de préparer. Bien sûr. Et tu fais rentrer la boxe un peu partout. Et tu sais, le truc qui me fait le plus kiffer, je crois, par rapport à ça, et c'est pour ça que je félicite les gars qui se sont lancés dans cette aventure entrepreneuriale, donc que ce soit le Temple Noblard, que ce soit V-Punch, que ce soit Villa M, enfin il y a plein de salles maintenant, vous pouvez aller un peu partout. Moi, j'ai toujours détesté ce qu'on appelle les gatekeepers. Ceux qui te disent, toi, t'as le droit de faire ce sport, toi, t'as pas le droit de faire ce sport, toi, t'as le droit de faire ça, toi, t'as pas le droit de faire ça. Et si tu le fais, Moi, ça me rend fou, ça, en fait. T'es personne, le sport n'appartient à personne. Ouais. Bien au contraire. Si on peut le populariser, on va le populariser. Et en fait, à travers ce qu'on fait là, c'est ce qu'on fait, et on fait rentrer tout type de population dans ce sport-là. Et c'est génial. Et ouais, c'est génial de dire que des fois, tu vois, comme tu l'as dit, il y a un mec qui va se balader, lambda, tu dis, mais ça se trouve, lui... et si tu joues au con avec lui, bah, il va te exactement. Et il sait mettre un gauche-droite, parfait. Il a fait 1 ou 2 combats loisirs, il sait boxer, il sait se déplacer, et il paie pas de mine comme ça. Tu vois. Avant, les boxeurs, on les reconnaissait. Leur façon de marcher, le visage, le nez un peu tordu, tout ça. Aujourd'hui, on me dit, bah, t'es balèze, ou des fois, t'es un inconnu, tu vas rentrer dans un restaurant, ouais, monsieur, faut pas vous faire chier. Vous savez, lui aussi, là-bas. Exactement. et en fait, au-delà de ça, je suis en train de me dire que
avec toutes les salles qui pullulent aujourd'hui et les gens qui viennent s'entraîner avec une telle assiduité, nous, entraîneurs que nous sommes, je me dis, j'apprécie, j'adore, moi, le fait de préparer, d'entraîner des gens, la population française. En fait, on entraîne les Français à devenir des combattants. Et c'est vrai, en fait. Hein. Ouais. Et c'est vachement important. C'est pas juste pour... Il n'y aura pas de guerre. Non, c'est pas ça. Ils sont prêts. C'est vrai, en fait. Ils seront prêts. Ils seront prêts à ce niveau-là. Et puis, la boxe, ça apporte tellement de choses en termes de savoir-être que je me dis que... Alors, attention, c'est pas du tout prétentieux ce que je suis en train de dire, mais qu'on participe d'une façon très large à une forme d'éducation positive. Exactement. Parce que si tu sais te battre, t'es beaucoup plus tranquille. Exactement. T'es beaucoup plus tranquille et tu vas pas créer des disputes, des embrouilles. Tu vas faire attention à comment tu parles parce que tu auras parfaitement confiance que la personne en face de toi, de gauche-droite, peut-être qu'elle est mieux que toi, en fait. Ouais, ça. Et donc, tu vas être beaucoup plus calme et je pense que c'est bien. C'est basique et idiot à dire, mais c'est ça. Et puis, notre société dans laquelle nous sommes actuellement, nous montre aussi quelque part que faut être capable au moment de se défendre. Bien sûr. Et c'est ça, en fait. Bien sûr que oui. Et t'es reconnu, Baba, pour être un fin analyste. Et j'ai déjà écouté, c'est vrai, j'apprécie, hein. J'ai écouté, et j'adore le One, hein. Je connaissais pas, mais je commençais, c'est un ami qui m'a dit, tiens, regarde un peu, ça castagne. Ouais, c'est la bagarre. C'est la castagne. Ouais, c'est la castagne. Et franchement, et je le sais, c'est ce que j'essaie d'apporter, moi, quand je commente les combats. Apporter un œil d'entraîneur. Ce que j'ai dans le coin, ce que je vis dans le coin, ce que j'observe, ce que je sens, ce que je demande, j'essaie de tirer avec moi le public qui regarde les combats. Et leur dire, vous êtes avec moi dans le coin, et regardez, sensibilisez-vous à ça. Pas à ce que l'autre donne l'impression de voir, mais regardez un peu ce que l'autre esquive et ce qu'il est capable de remiser sur un coup, de temps en temps. Une vraie sensibilité. Et j'aimerais savoir sur quoi tu te bases, toi, pour tes analyses de combat. Moi, c'est... Qu'est-ce qui te sensibilise? Moi, comme tout le monde le sait, j'aime la boxe technique, tactique. Donc, on va pas se mentir, le One que je commande sur AMC Sport le vendredi, on n'est pas basé sur la technique parce que ce qu'on demande aux boxeurs, c'est de mettre KO leurs adversaires pour pouvoir leur donner des plus gros bonus, etc. Mais malgré tout, dans ces combats-là, tu peux quand même retirer certaines choses, certains styles, certaines approches tactiques, etc. Et en fait, déjà, je me base sur mes expériences. Ouais. Je me base. C'est là où mon passé va être important quand même, malgré tout, même si on peut faire ce métier-là en faisant beaucoup de visionnage. Moi, je le soutiens. Il n'y a pas de galère, tout comme certains entraîneurs de foot n'ont pas eu de grande carrière, voire même, je crois, certains pas de carrière du tout. C'est juste que ton approche va être différente. Après, le combat, il y a une particularité qui fait que, effectivement, quand un boxeur il vient de prendre un bouillon dans un round, toi, tu sais ce que tu vas dire dans le coin. Et donc, j'essaie de retransmettre ça au public. Vous voyez, c'est pas fini parce que peut-être qu'il va pouvoir utiliser un certain levier pour pouvoir changer le combat. Il y a un shift qui peut s'opérer dans un round qui est subtil pour le grand public, mais que nous, on va voir tout de suite en tant que coach. Et ça, j'essaie de l'expliquer aussi. Et donc, t'es content quand ça se passe ou pas, t'essaies de faire comprendre ça autre chose. Mais vraiment, je me base sur mes expériences, sur comment j'approcherai le combat, d'un côté comme de l'autre. Et moi, je veux que les gens comprennent les dynamiques quand ils vont à un combat. Ouais, c'est ça. Au-delà du coin rouge et du coin bleu, tu vois. Et je me reconnais dans beaucoup de choses que tu as dit, hein, cette notion de transmettre, cette envie de transmettre. Ouais. Quand je regarde un combat et que je le commente, je regarde pas que pour moi. Non. Je regarde parce que je me dis, il y a plein de gens derrière moi et il faut que je décrypte. Et j'essaie de leur expliquer ce qu'est un combat de boxe. Quel est ce combat de boxe? Quelle est la dramaturgie de ce combat? C'est ça, en fait. Il faut trouver les mots justes, il faut trouver les bons mots, que les gens puissent comprendre. C'est pas facile. Ah, c'est pas facile. Mais c'est ce qui rend. Moi, j'adore commenter les combats. Et je m'éclate. Ouais. Et quand je t'entends commenter les combats, je sens que tu t'éclates. Ah, je m'éclate, moi. Et ça me fait plaisir. Ouais. Non, c'est un métier passion et c'est un métier éclate. Je dis tout le temps à mes enfants, papa, il va travailler. Enfin, paraît-il. Oui. Quelle chance de pouvoir évoluer dans un domaine qui est un loisir, en fait, un plaisir, pas un loisir, un plaisir, une passion, quelque part. Hein. Et c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Non. Mais on l'a volé à personne. Mine de rien. Je dis toujours. C'est clair. C'est du travail. Bien sûr. Tu l'as dit, hein, c'est pas donné comme ça. Hein. Il y a du travail, il faut préparer le combat, il faut apporter des éléments justes, il faut connaître le boxeur. Ouais. Effectivement, tout ce que toi tu fais sur RMC, le fait de commenter les combats et moi aussi, hein. Ouais. Et même, je dirais même que ta capacité à commenter les combats, ton émission, hein, Baba versus c'est une espèce de continuité. Ouais, j'aime bien. Part, tu vois. J'aime bien d'être 360, de commenter quelqu'un et de l'avoir à mon micro ensuite. Et j'aime beaucoup tout ça. J'aime bien. Mais ça me ressemble. Couteau suisse. Très bien. T'as vu, en peu de temps, on a parlé de toi. En peu de temps, non? C'est vrai. Ça fait 1 heure, là. Ça fait bizarre. T'as vu comment le temps passe vite? Tu vois? Et comme tu m'as dit, hein, t'as regardé tous les podcasts. Ouais. C'est-à-dire que tu sais tout ce qui se passe. Tu sais qu'on arrive à la fin du podcast et que forcément, je vais te poser 2 questions
Et dont la dernière qu'on n'est pas forcément Je une. sais, mais j'ai choisi de pas les préparer. D'habitude, les gens sont surpris. Ah, d'accord, parce que je vais pas le dire, je vais pas te Non, les parce que je préparer. préfère la spontanéité. D'accord. La première, c'est qu'est-ce que t'aimes faire d'autre? À part les sports de castagne. Franchement, je suis quelqu'un de très tranquille, de très calme. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est la paix. D'accord. Donc j'aime être en paix sous toutes ses formes. J'aime D'accord. être posé tranquillement Tranquille à en la famille, avec ma femme, avec mes enfants, Chill out. en vacances. Je suis quelqu'un de très chill. Et Ouais. donc ce que je veux, c'est chill. Moi, j'estime que je suis arrivé dans une tranche d'âge où j'ai le droit de chill. Et tout autour de ma vie est chill, en fait. D'accord. Donc voilà. J'ai pas de truc particulier. Je regarde pas spécialement de foot. Mes frères sont extrêmement footeux. D'accord. Pas moi, donc... C'est bizarre hein, pour quelqu'un qui a taquiné le football et qui... Ouais, mais je t'ai dit, c'était pour faire comme les autres. Ouais, comme les autres. Mais quand C'était même, vraiment pour faire comme t'as les joué quand même un peu. Ouais, j'ai joué et tout, mais franchement, je sais pas D'accord. si... On est en pleine Coupe du Monde, là. D'accord. Écoute, j'ai regardé 0 match. Ah d'accord. Moi j'en ai regardé 2. Moi c'est vrai, je suis un peu comme toi. Je suis pas le plus foot que ça, sauf quand il y a des matchs importants. Ouais, et là c'est j'aime bien, pareil. je suis patriote, tout ça, mais je vais pas regarder tous les matchs. Bah, même là, voilà. tu vois, je suis pas patriote au point de D'accord. 3h du matin, D'accord. Sénégal-Irak. Ça a dû- Je sais pas si c'est à 3h du matin. Et Sénégal-France, ça a dû être dur. J'étais en Pourquoi Tunisie, je l'ai même pas vu. T'avais pas regardé. Non, non. Comme ça c'est réglé. Désolé, hein, s'il y a des Sénégalais qui... Pardon, mais j'ai pas vu. Très bien. La dernière question qu'on n'est pas une. Ouais. Tu la connais. C'est bien sûr regarder pas facile, cette celle-là. caméra, elle est pas facile. Ouais. Et effectivement, donc j'explique quand même, c'est de dire aux gens qui te suivent, il y en a beaucoup, et qui t'apprécient, il y en a beaucoup aussi. Et on va passer un bonjour à Hicham d'ailleurs, de Marrakech. Yes, Hicham Yes. Meadji, Ah. gros bonjour à toi, On Hicham. passe un grand bonjour à Hicham Yes. de Meajim, et qui t'apprécie énormément. C'est un frère, c'est un petit frère. Ah, c'est ça, c'est ce qui me parle en bon terme de toi, et une personne que j'apprécie aussi. Et toutes ces personnes-là, et c'est vrai que tu les vois, tu les côtoies, on parle rapidement, mais ils ne savent pas Baba qui est là, qui commence les combats, comment il aimerait que les gens le perçoivent. C'est ça en fait. Comment aimerais-tu être perçu? On sait que t'es un père de famille, Ouais. t'es un homme t'es un être qui aime chill, Ouais, hein, t'aimes bien être tranquille. tranquille. Mais quel message t'as envie de transmettre aux gens qui te suivent? T'écoutes Baba. Bah, la première chose, c'est des merci. C'est un grand remerciement parce que tu sais, on est dans une ère où les gens aiment critiquer et envoyer leurs critiques sur les réseaux sociaux et tout. Moi, il y a souvent des gens qui prennent de leur temps de se dire, je vais lui envoyer un message pour lui dire, j'aime bien ce que tu fais, merci beaucoup. Vous savez pas à quel point ce message peut me toucher parce que de prendre sur soi, de se dire, je vais envoyer un message à un mec que je connais pas, juste parce que je regarde ses émissions pour le remercier, ça me fait, ça me donne une force pas possible. Donc, merci beaucoup pour ça déjà. Maintenant, ce que je veux qu'on sache ou qu'on retienne de moi, entre guillemets, moi, je dis toujours, si je pars, je veux qu'on se rappelle que j'étais quelqu'un de juste. Moi, j'essaie toujours d'être juste dans ce que je fais dans la vie. J'ai pu faire des bêtises, j'ai pu blesser des gens, évidemment, comme tout le monde, je suis un être humain. Mais quand je commente, quand je fais une émission, quand je parle d'un boxeur, d'un coach, de quelqu'un, j'essaie d'être le plus juste possible, de rendre le plus justice possible à la personne, peu importe qui elle est, ce qu'elle ait fait. Donc ça peut être de la critique, mais en étant respectueux, ça peut être des éloges en étant respectueux, sans tomber dans la complaisance non plus. Et voilà, donc si on estime que je fais du bon travail en étant juste, bah, je serais très content. J'aurais fait mon travail, j'aurais rempli ma mission, donc le reste après... moi, je suis juste là pour faire vivre les carrières exceptionnelles des autres. Quand on vient, des fois, qu'on me demande de faire une photo, je suis toujours surpris. Je me dis merci beaucoup, c'est cool, mais en vrai, c'est eux les stars du show. Donc, donnez du respect à ces gens-là. Donnez du respect à ces gens-là. Essayez de comprendre. John et moi, on parle à longueur de temps des sacrifices nécessaires pendant nos commentaires, pendant nos émissions, que les boxeurs doivent faire. Ils ont choisi de le faire, évidemment, mais il n'empêche qu'il y a pas mal de sacrifices. C'est une vie qui est pas si simple que ça. Et voilà. Essayons de rester dans le respect et d'être reconnaissant de l'émotion que ces gars nous donnent. Ces gars me donnent un job. Donc, merci à vous, les combattants, pour tout ce que vous faites. Merci Baba. Merci à toi, John. Quel honneur. C'était un plaisir Vraiment. de te recevoir ici. C'est un grand honneur, vu les gars que t'as reçus avant moi. Heureusement que je souffre pas du syndrome de l'imposteur. Non. Parce que sinon, je sais pas si je t'aurais dit oui. Non, c'est pas vrai. Non, tu m'as dit la même chose, c'est vrai, hors caméra. Et je te disais, t'as complètement ta place parce que t'as été combattant. Ouais. Et les gens qui sont amenés à être dans ce canapé, ils sont pas forcément les gens qui ont combattu sur le ring ou sur un Ouais, tatami, bien sûr. mais les gens qui ont combattu. Tout le monde combat tous les jours. Ouais. Les combattants, en fait, notre société est pleine de combattants. Exactement, C'est vrai, de la vie, du et quotidien. dans la vie au quotidien. Et donc, tu avais largement ta place ici. Et surtout parce que, bah, comme tu l'as dit là, avec ces mots justes, tu es capable de parler des combattants, de toi, de ta vision, de ton rapport à l'acceptation de prise de coups, Ouais. d'en donner, parce Ouais. que tu es passé par là, parce que tu dois l'expliquer. Et c'est dur d'expliquer les choses aux Bien gens. sûr. Tu vois, et comme tu l'as dit, en restant juste. Ouais. Lorsque deux boxeurs combattent, il y en a un qui va gagner, un qui va perdre. Ouais. Et forcément, nous n'avons pas tous la même vision par rapport à nos sensibilités.
Et cette justesse dont tu parles, elle est importante, tu vois. Ouais. Donc, j'ai mon avis à moi et je suis capable de l'expliquer. Mais celui qui est derrière son écran, il a son avis, mais il n'est pas capable de l'expliquer. Donc, forcément, on sera pas d'accord et il peut t'exprimer. Et il faut toujours rester correct et juste. Tant qu'on reste correct, on peut tout accepter. Moi, t'es pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Parce que de toute façon, par essence, mes émissions sont faites pour susciter du débat. C'est ça. Moi, je te donne une opinion, c'est la mienne. Elle n'engage que moi. Et des fois, il y a des petits débats, on m'envoie des messages, ouais, Baba, t'as dit ça, je suis pas d'accord. Mais c'est tellement dans le respect que je peux discuter des heures. Il y a pas de problème, moi, tu vois. Donc ouais, non, tant que tout le monde reste dans le respect, qu'on est juste, et c'est ce que t'es toujours très juste quand tu commentes. Moi, je m'inspire beaucoup de ce que tu fais parce que t'as quand même pas mal d'expérience dans le domaine. Et moi, somme toute, ça fait que 2 ans que je commente. Donc j'ai des grands frères dans ce milieu-là. Et on se connaissait pas il y a 2 ans, John. Donc c'est juste que les affinités se font parce que voilà, il y a du respect qui se crée. Et en tout cas, merci beaucoup pour cette invitation. Et tu vois, t'avais largement ta place sur ces canapés. Merci en tout cas, merci à Baba. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de liker, de relayer, de poster, de parler de ce podcast qui est dédié. Je vais le faire évoluer tout doucement, vous allez voir, il y a des surprises qui vont arriver. Et puis, faites-nous part de vos remarques. Elles seront toujours les bienvenues. Merci et à bientôt.